Avec un revenu annuel dépassant les 3 millions de dollars, Robert Kissel et son épouse Nancy disposaient de moyens financiers que beaucoup ne peuvent qu'envier. Cependant, sous l'apparence d'un bonheur conjugal, se jouait une valse faite de colère, de mensonges et de trahison, qui montait progressivement en intensité. Cette tension croissante allait inéluctablement conduire à un dénouement fatal, déclenché par quelque chose d'aussi banal qu'un milkshake. Bonjour et bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à partager et à commenter. Merci, et rentrons dans le vif du sujet de notre affaire. Notre récit commence aujourd'hui dans la ville vibrante de Hong Kong, un lieu connu pour ses parcs naturels et ses espaces ouverts. Hong Kong, traduit du cantonais comme « ville parfumée », est une métropole verticale avec un impressionnant 9000 immeubles de grande hauteur, dont plus de 1200 sont des gratte-ciel. La ville est également célèbre pour sa gastronomie, ayant le plus grand nombre de restaurants par habitant. Parmi eux, Tim Ho Wan, l'un des restaurants étoilés au guide Michelin les moins chers du monde, sert des petits pains barbecue cuits à la vapeur pour moins de 3 $ américains. En tant que centre financier international vital, Hong Kong attire de nombreux banquiers de haut niveau du monde entier. C'est ici que nous rencontrons les protagonistes de notre histoire d'aujourd'hui, la famille Kissel. La famille Kissel est composée de Robert, le père de 40 ans, Nancy, la mère de 39 ans, et leurs 3 enfants, Hélène, June et Race. Robert, né le 21 avril 1963 à New York, a grandi dans une famille aimante aux côtés de son frère Andrew. Après avoir étudié à la faculté d'ingénierie de l'université de Rochester et à l'université de New York, il a rencontré sa future épouse Nancy Kishan dans les années 80. Ils se sont mariés au East River Yacht Club à New York, où Nancy a officiellement pris le nom de famille de Kissel. Nancy, une femme aux multiples talents, a travaillé dans divers secteurs, notamment une compagnie de taxi, un restaurant mexicain, un bar et en tant que directrice générale du restaurant Docks sur Broadway à Manhattan. En 1992, Robert a obtenu un poste dans une entreprise de conseil financier et sa carrière dans le secteur financier a commencé à prendre son envol. En 1997, la famille Kissel s'est agrandie pour devenir une famille de 5 membres. Avec l'agrandissement de la famille est venue une demande croissante d'argent. C'est à ce moment-là que Robert s'est vu proposer un poste au sein du groupe de situations spéciales asiatiques de Goldman Sachs. Le poste offrait une rémunération extrêmement élevée, mais il comportait 2 inconvénients. Le premier était l'acceptation de travailler de longues heures, ce qui était attendu dans sa position. Le deuxième était beaucoup plus substantiel et nécessitait que la famille déménage à Hong Kong. Malgré les risques, les récompenses étaient également élevées. Ainsi, dans les derniers mois de 1997, la famille a accepté l'offre, a fait ses bagages et a déménagé à Hong Kong. Et c'est là que notre histoire commence vraiment. La famille Kissel a finalement trouvé sa place à Hong Kong Parkview, la plus grande résidence privée de Taïwan. Cet endroit luxueux, niché au sud-est du port de Victoria et dans les montagnes, offrait un espace personnel généreux, si impressionnant que les photos ne pouvaient pas lui rendre justice. La vie à Hong Kong était très différente de leur vie habituelle aux États-Unis, et tous les 5 ont dû s'adapter à cette nouvelle façon de vivre. Heureusement, beaucoup de ces changements étaient pour le mieux. Hong Kong, avec ses normes exceptionnellement élevées en matière de nourriture et ses transports inégalés, offrait une multitude d'activités pour occuper les week-ends de la famille. Robert, qui deviendrait finalement le vice-président du groupe de Goldman Sachs, a été embauché par Merrill Lynch en 2000 pour gérer sa division des actifs, lui rapportant une somme considérable de 3 millions de dollars par an. Pendant ce temps, Nancy a également trouvé son propre succès, devenant la vice-présidente du conseil des parents d'élèves de l'école locale. Ensemble, ils sont devenus ceux que l'on appelle un couple de pouvoir, 2 personnes influentes et réussies à leur manière. Cependant, derrière cette façade de bonheur, il semblait que tout n'était pas aussi idyllique qu'on aurait pu l'espérer. Depuis son déménagement à Hong Kong,
Robert aurait développé une certaine familiarité avec le whisky et aurait souvent abusé de la cocaïne et de sa femme dans l'intimité de leur chambre. Ces allégations, vraies ou non, seraient fermement avancées par Nancy plusieurs années plus tard. Pour l'instant, la famille gardait ses problèmes pour elle, sans exprimer de préoccupation ou de plainte à leurs amis ou à leur famille. Mais alors qu'ils s'adaptaient à leur nouvelle vie, ils ignoraient qu'une pandémie se profilait à l'horizon. Le virus du SARS, précurseur du Covid-19, et également connu sous le nom de coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère, a fait les gros titres internationaux lorsqu'il a été identifié pour la première fois à Guangdong, en Chine. En novembre 2002, la peur s'est emparée du monde alors que le SARS, avec un taux de mortalité de 11%, se propageait rapidement. La famille Kissel, vivant à Hong Kong, l'un des endroits les plus touchés, n'était pas épargnée par cette peur. Malgré leur situation financière confortable, avec un appartement luxueux à Hong Kong Parkview et une grande maison de vacances dans le Vermont, aux États-Unis, la menace du virus était trop grande pour être ignorée. Robert, en raison de son rôle crucial dans son entreprise, a dû rester à Hong Kong. Cependant, pour Nancy et les enfants, la décision a été prise de retourner aux États-Unis. Ils ont emménagé dans leur maison de vacances dans le Vermont, une résidence qui n'était pas conçue pour être habitée pendant une longue période. Pour occuper les enfants, Nancy a décidé de construire un cinéma-maison dans le jardin. Pendant la construction, elle a développé un intérêt pour l'un des ouvriers, un homme du nom de Michael Del Prior. Michael, un électricien local qui avait été marié 2 fois auparavant, vivait dans un parc de caravanes, une situation financière très différente de celle de Robert, qui gagnait plus de 3 millions de dollars par an. Robert, bien qu'éloigné à Hong Kong, a commencé à avoir des soupçons au fil des mois. Cependant, étant si loin, il ne pouvait ni confirmer ni réfuter ses pensées. Dans un effort pour découvrir la vérité, Robert a engagé un détective privé pour surveiller Nancy. Au fil des semaines, le détective a confirmé que Nancy et Michael passaient beaucoup de temps ensemble. Pendant ce temps, à l'été 2003, la propagation du virus du SARS avait ralenti, devenant beaucoup moins menaçant. Inquiet pour son mariage, Robert a fait de grands efforts pour tenter de sauver leur relation. Il a supplié Nancy et les enfants de retourner à Hong Kong, ce qu'ils ont finalement fait. Cependant, il était trop tard pour empêcher Nancy de poursuivre sa liaison secrète avec Michael. Elle a maintenu un contact régulier avec lui en utilisant un téléphone mobile prépayé. Lorsque la famille Kissel est retournée temporairement aux États-Unis pour que Robert puisse recevoir une intervention médicale, Nancy est allée jusqu'à rencontrer Michael dans un hôtel pendant que son mari subissait une opération. Au cours des mois suivants, la relation entre Nancy et Robert a continué à se détériorer. Malgré une façade heureuse maintenue pour le monde extérieur, leurs disputes étaient fréquentes. Plus leur relation se détériorait, plus Nancy trouvait du bonheur ailleurs. Leur relation était devenue toxique et volatile, marquant un tournant sombre dans leur histoire. Le 2 novembre 2003, la famille Kissel passait une journée tranquille chez elle à Hong Kong. C'était le week-end. Les enfants n'étaient pas à l'école et ils avaient invité une amie à passer l'après-midi. Nancy avait préparé de copieux milkshakes à la fraise pour tout le monde. Alors que la soirée approchait, Andrew Tanza, le père de l'amie, est venu la chercher. Avant de partir, Robert, Andrew et les enfants ont savouré leur milkshake. Plus tard dans la soirée, Robert devait participer à une réunion de travail en ligne. Une réunion à laquelle lui et ses collègues s'étaient préparés depuis des semaines. Lorsque Robert n'a pas pu se connecter et n'a pas donné d'excuses pour son absence, ses collègues se sont immédiatement inquiétés. Leur inquiétude s'est intensifiée le lendemain lorsque Robert ne s'est pas présenté au travail. Ces préoccupations ont atteint le sommet du conseil. Et c'est David, le président de la division de Hong Kong de Merrill Lynch, qui a passé le premier coup de fil à la maison des Kissel. Nancy a répondu et a dit à David que Robert traversait des problèmes personnels. Cela n'avait pas de sens pour David, car Robert était connu pour être fiable, dévoué, travailleur et prévenant. Il aurait sans aucun doute appelé pour signaler qu'il était malade pour le travail. Au fur et à mesure que la semaine avançait, l'inquiétude pour Robert grandissait parmi ses collègues et amis. Le mercredi de cette semaine, David a pris la décision d'informer les autorités de la disparition de Robert. Peu de temps après, les autorités se sont rendues à la résidence de la famille Kissel, où ils ont été accueillis par Nancy et leurs 3 enfants. Comme prévu, Robert était introuvable. Les officiers étaient mal à l'aise face à la situation. Bien que la maison semblait impeccable,
Ils étaient déconcertés par le comportement de Nancy et par la façon dont elle parlait de Robert. Elle a informé les officiers que Robert avait quitté la propriété après l'avoir agressé et qu'elle avait déposé une déclaration de personne disparue ce matin-là. Cependant, les officiers ne croyaient pas à son histoire. La disparition de Robert n'était pas cohérente. Ils ont donc décidé de fouiller davantage la propriété, espérant trouver des indices qui pourraient éclairer la situation. Le 6 novembre, peu avant minuit, l'enquête de la police a conduit à un homme de service travaillant dans le complexe résidentiel. Il a révélé que Nancy lui avait demandé de l'aide pour déplacer un vieux tapis dans le garage de l'appartement. Le tapis était si lourd qu'il avait fallu 4 membres du personnel pour le déplacer, et ceux qui avaient aidé se sont plaints de son odeur suspecte. En entrant dans la salle de stockage, les enquêteurs ont immédiatement trouvé le tapis en question. Froissé derrière la porte, il y avait un tapis oriental enroulé, lié avec une corde et du ruban adhésif. Sur le dessus du tapis se trouvait un oreiller et un sac rempli de draps de lit, le tout semblant très volumineux. Quelques minutes plus tard, après avoir déroulé le tapis, le soupçon s'est transformé en horreur. À l'intérieur, allongé avec un sac en plastique noué autour de sa tête, se trouvait le corps de Robert Kissel. Son corps entier avait été placé à l'intérieur d'un grand sac en plastique blanc et était lié avec des bandes de ruban adhésif. Les enquêteurs ont immédiatement su que la victime était décédée depuis un certain temps, car l'odeur de décomposition était beaucoup trop puissante pour qu'il s'agisse d'une mort récente. Ainsi, à 2 heures du matin, le 7 novembre 2003, juste 2 heures après avoir trouvé le corps de Robert Kissel, les policiers ont arrêté Nancy Kissel. Elle a été accusée du meurtre de son mari. L'examen post-mortem du corps de Robert Kissel a révélé une histoire sombre. Les pathologistes ont déterminé qu'il avait été frappé à 5 reprises avec un instrument contondant. De plus, des tests ont révélé la présence de 6 médicaments dans son estomac, dont un puissant sédatif. Il est devenu évident que 5 de ces médicaments avaient été prescrits à Nancy, ce qui a renforcé les soupçons sur son implication dans le meurtre. Revenons à l'époque où Andrew est venu chercher sa fille à la résidence des Kissel. Après avoir savouré son milkshake et être rentré chez lui, sa femme a remarqué qu'il était inhabituellement rouge. Il s'est plaint de fatigue et s'est rapidement endormi sur le canapé. Malgré ses efforts pour le réveiller, il est resté profondément endormi. À son réveil, il était affamé et a dévoré son dîner ainsi que 3 cartons entiers de crème glacée. Le lendemain, Andrew s'est réveillé sans aucun souvenir de la veille, décrivant l'expérience comme une sorte d'amnésie. Dans le but de surveiller l'utilisation de l'email et d'Internet par Nancy, Robert a engagé des détectives privés à Hong Kong pour installer des logiciels espions sur les ordinateurs de la famille. Le logiciel espion a révélé des recherches sur des termes tels que pilule pour dormir, overdose de drogue et médicaments provoquant une crise cardiaque. Nancy a justifié ses recherches en affirmant qu'elle était tellement désespérée qu'elle avait envisagé de se suicider. Elle prétendait ne pas vouloir que ses enfants le sachent, alors elle a cherché une méthode de suicide qui ressemblerait à une crise cardiaque. Suite à ses recherches sur Internet, elle a consulté plusieurs médecins à Hong Kong et a obtenu 5 ordonnances qu'elle pensait lui permettre d'atteindre son objectif. Cela comprenait le sédatif, un analgésique dextropropoxyphène, un sédatif, un antidépresseur et de l'amitriptyline, ainsi que les pilules pour dormir couramment utilisées. Lorsque le procès de Nancy a commencé en juin 2005, elle a dépeint un tableau sombre de leur mariage après leur déménagement à Hong Kong. Selon elle, c'est à ce moment-là que Robert s'est tourné vers la cocaïne et l'alcool. Elle a affirmé que son mari était devenu de plus en plus violent et erratique, se mettant souvent en colère pour des sujets triviaux. Bien que Robert ait soupçonné Nancy d'avoir une liaison, elle a affirmé au tribunal qu'elle croyait que son mari avait eu des rencontres homosexuelles lors de voyages d'affaires en Asie. La grande question restait de savoir ce qui s'était exactement passé la nuit de la disparition de Robert. L'accusation a affirmé que Nancy avait obtenu plusieurs types de médicaments sur ordonnance dans les semaines et les mois précédant la mort de Robert. Le 2 octobre 2003, elle aurait écrasé tous les comprimés en une fine poudre avant de la saupoudrer dans le milkshake de Robert. Pourquoi elle a fait cela aussi avec la boisson d'Andrew reste un mystère. Après que Robert a perdu connaissance sur son lit, Nancy aurait saisi une statue de 8 livres et l'aurait frappé contre sa tête à 5 reprises. Robert est malheureusement décédé de ses blessures et son corps est resté là toute la nuit. Le lendemain matin, Nancy s'est rendue chez un marchand de tapis à proximité où elle a acheté un grand tapis oriental.
Elle est revenue à l'appartement avec le tapis, a enveloppé le corps de son mari à l'intérieur et l'a rangé dans un placard pendant 3 jours de plus. Elle a ensuite demandé de l'aide pour déplacer le tapis vers le garage. Lorsque le procès de Nancy a commencé en juin 2005, elle a raconté une version différente des événements. Elle a affirmé que leur mariage avait commencé à se détériorer environ 2 semaines avant le meurtre de Robert, lorsqu'ils avaient eu une vive dispute sur la possibilité d'un divorce. Selon son témoignage, elle préparait des milkshakes à la fraise pour les enfants lorsque Robert, avec une batte de baseball à la main, lui a annoncé qu'il allait demander le divorce et qu'il emmènerait les enfants avec lui. Se sentant menacée, elle a suivi Robert dans le couloir, portant une statue pour se défendre. Une lutte s'est ensuivie, au cours de laquelle elle a craché au visage de Robert avant qu'il ne la frappe à la bouche. Alors qu'il luttait au sol, Robert l'a attrapé par les chevilles et en réponse, elle a pris la statue pour le frapper à la tête. En réponse à cela, il a riposté avec une batte de baseball. Nancy est alors revenue pour plusieurs autres coups, ce qui a finalement entraîné la mort accidentelle de Robert. Bien que Nancy prétende avoir perdu la mémoire après cela, elle se souvient vaguement d'avoir conduit sa voiture le lendemain matin. Il lui faudrait un total de 6 mois pour que le reste de l'histoire lui revienne. Cependant, il y avait un problème avec l'histoire de Nancy, et cela était directement lié à la batte de baseball. Nancy a affirmé qu'elle et Robert s'étaient battus l'un contre l'autre avec la batte de baseball et la statue, mais les résultats de l'analyse médico-légale n'ont montré aucune marque ou bosse sur la batte provenant de l'ornement et vice-versa. Il n'y avait pas de peinture de l'ornement restée sur la batte. De plus, la batte de baseball ne contenait aucune trace de l'ADN de Robert ou de Nancy, ce qui rend très douteux qu'elle ait été réellement utilisée dans la bagarre. Bien qu'il ne soit pas disponible pour le public, il existe en fait des images de surveillance de Nancy. Le lendemain du meurtre de Robert, aucune indication qu'elle ait été blessée n'est visible sur les images de surveillance. Malgré les incohérences dans son récit, Nancy a plaidé non coupable. Cependant, le 1er septembre 2005, après seulement 8 heures de délibération, le jury l'a déclarée coupable du meurtre de son mari, Robert Kissel. Selon la loi de Hong Kong, la peine obligatoire pour meurtre est la réclusion à perpétuité. Vêtue de noir tout au long de son procès, Nancy n'a montré aucune émotion lors de sa condamnation. Son cas sera désormais réexaminé tous les 2 ans, où le conseil d'administration aura le pouvoir de réduire sa peine d'un tiers s'il le juge approprié. Après sa condamnation, Nancy a inondé son amant de multiples lettres d'amour chaque jour. Ces lettres décrivaient divers fantasmes sexuels que Nancy espérait réaliser une fois libérée. À l'époque, la succession de Robert a été évaluée à environ 18 millions de dollars. Ses 3 enfants ont depuis hérité de tout cela, ce qui leur a permis de s'en sortir financièrement, mais au prix dévastateur de la perte de leurs parents. Nancy, qui a perdu tous les appels pour lesquels elle s'est battue, reste derrière les barreaux à ce jour. Michael vit sa propre vie loin de Nancy, une femme qui a finalement tué un homme, son mari et le père de ses 3 enfants, pour un simple motif, l'avidité. Quoi qu'elle prétende, une chose est certaine, Robert ne méritait pas la mort. C'est sur cette note sombre que je vais clore cette affaire ici aujourd'hui. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos réflexions sur cette affaire. Croyez-vous que la justice a-t-elle été rendue dans cette affaire? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à ma chaîne.